Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à Agri TV. Pour tous les pisciculteurs du Cameroun, l'alimentation du poisson est l'une des étapes la plus difficiles. En effet, il y a très souvent rupture de stock et très souvent, on a des pertes et on a des rendements faibles. Aujourd'hui, au sein de la Chambre d'agriculture des pêches, de l'élevage et des forêts, il est question pour les pisciculteurs, aquaculteurs présents d'être informés et de savoir comment bien nourrir des poissons. C'est pour ça que plusieurs structures se sont mises ensemble afin de vous offrir aujourd'hui une information de qualité. Alors l'émission que vous allez regarder aujourd'hui s'appelle « Les bonnes pratiques ». Ne décrochez pas, le contenu c'est tout de suite. Bien, chers invités, nous allons continuer avec le calcul de l'indice de consommation de l'aliment. C'est cet indice qui vous indique sur la rentabilité de votre élevage. L'indice de consommation, c'est le rapport entre la quantité d'aliments distribués et le gain de poids. Ça veut dire que si vous avez utilisé 100 kg pour nourrir le poisson, et qu'en retour, vous avez 90 kg de poisson, l'indice c'est 100 divisé par 90, ce qui vous donne 1 poids 1. Nous allons vous voir les détails tout à l'heure. Comment ça se calcule? Il faut connaître le nombre de poissons dans votre étang ou dans votre bac. Il faut savoir quel est le poids moyen en procédant comme précédemment indiqué par Julien, afin de déceler la biomasse au départ, c'est-à-dire le poids moyen fois le nombre de poissons. Si vous avez au début 10 kg comme biomasse, et qu'à la fin, c'est-à-dire, disons, à la fin de votre cycle d'élevage, vous avez 900 poissons au lieu de 1000, ça veut dire que pendant le processus, vous en avez perdu 100. Et que votre poids moyen individuel est de 1,5 kg, ça veut dire que la biomasse à la fin de votre cycle est égale au poids final ou le poids initial, le poids auquel vous avez mis vos poissons en charge. C'est-à-dire 1,900 grammes. Oui, 900 grammes fois 1,5. Ça, c'est la biomasse totale de vos poissons. Puis 900 poissons fois 1,5 en temps pour moi. 1,5 c'est le poids et 900 c'est la quantité, le nombre. La quantité d'aliments, 1500 kg. L'indice de transformation ou de conversion, c'est la quantité de nourrissage sur le gain de la biomasse. Le gain de la biomasse ici, ce sera la biomasse à la fin moins la biomasse initiale. Vous avez vu là, au début, la biomasse au départ était de 10 grammes. Donc tous vos poissons dans les temps, à la mise en charge, pesaient 10 kg. À la récolte, tous vos poissons pesaient 1350 kg. Et vous avez utilisé 1500 kg d'aliments pendant le cycle d'élevage. L'indice de conversion de cet aliment, c'est donc cette quantité d'aliments divisée par le gain de poids. Ce gain de poids qui est égal au poids final ou le poids initial. Vous ferez donc 1500 divisé par 1340 pour obtenir 1,12 qui vous indique là que vous avez dépensé 1,2 kg d'aliments pour produire 1 kg de poisson. C'est ce que l'indice de conversion veut dire. C'est la quantité d'aliments utilisés pour produire 1 kg de poisson, de chair.
Pourquoi calculer l'indice? Pourquoi calculer cet indice? Cela relève de l'économie aquacole, de savoir pourquoi je dois me lancer dans cette affaire et qu'est-ce que j'y gagne en retour. Puisque l'alimentation est l'intrant le plus coûteux de la pisciculture, l'indice de consommation vous indique donc sur la rentabilité en fonction de l'aliment que vous avez. La qualité de l'aliment est donc essentielle parce que plus l'aliment est bon, moins l'indice vaut. C'est-à-dire, si vous avez un bon aliment, l'indice va tendre vers 1. Mais si vous avez un mauvais aliment, vous pourrez avoir des indices de 4. Ça veut dire que pour avoir 1 kg de poisson, vous serez obligé de dépenser 4 kg d'aliments. Par contre, si vous avez un indice de 1, ça veut dire 1 kg d'aliments vous suffit pour avoir 1 kg de poisson. C'est vers cette tendance-là que nous dirigeons avec nos questions. Lorsque vous connaissez votre indice, vous pouvez l'utiliser pour estimer le gain de la biomasse, c'est-à-dire la croissance. Et donc, ce que nous vous fournissons avec ces fiches de calcul, c'est que vous n'allez pas calculer votre indice à la fin, ça ne vous servira à rien. Vous pouvez prévoir la croissance de votre poisson. Et cela, vous devez calculer les indices à des intervalles réguliers, peut-être une semaine, si possible. Comment est-ce qu'on obtient un mauvais indice? Regardons un exemple. La biomasse pousse de 100 kg. Ça veut dire que votre poisson croît jusqu'à 100 kg. Biomasse totale. Vous avez 100 kg de poisson. Et vous avez utilisé 100 kg d'aliments pour nourrir. Ça veut dire que votre indice de consommation, c'est 100, c'est-à-dire quantité d'aliments utilisés sur le gain de poids. Ça vous donne un indice qui est égal à 1. Ça veut dire, cela résulte du fait que vous avez nourri de façon optimale avec un aliment adéquat. Deuxième cas, si votre biomasse vous a donné 80 kg et que pour atteindre ce résultat, vous avez utilisé 90 kg d'aliments, votre indice vous donne 90 divisé par 80. Votre indice est de 1,1. Ça veut dire que vous avez utilisé 1,1 kg d'aliments pour en produire 1 kg de poisson. Le troisième cas, c'est le dernier. Si votre biomasse vous donne 100 kg et vous avez utilisé 110 kg pour avoir ce résultat, votre indice de consommation vous donne également 1,1. Cela vous dit quoi? Cela veut dire tout simplement que si vous suralimentez vos poissons parce que vous espérez avoir plus de croissance, vous perdez votre investissement. Parce que la quantité d'aliments que le poisson va valoriser, ce n'est pas ce que le poisson valorise, ce n'est pas en fonction de l'eau. Si le poisson se suffit en mangeant 2 grammes d'aliments et que vous lui en donnez 4, les 2 autres ne seront pas métabolisés. Ça ne sert à rien donc de gaspiller de l'aliment. Également, si vous nourrissez moins parce que vous voulez économiser de l'argent et vous voulez faire des économies sur l'aliment, vous allez également perdre parce que à la fin, votre cycle d'abord sera plus long et au final, vous utiliserez toujours plus d'aliments. Le poisson ne grandira pas lorsqu'il est nourri à la demande exacte que lorsque vous le nourrissez à un taux inférieur à ce qui est exigé. Si, par exemple, le Clarias, qui a un taux de croissance de l'ordre de 4 à 8 grammes par jour, lorsqu'il est nourri dans les conditions optimales, si vous le nourrissez dans des conditions inférieures, au lieu de vous donner 4 ou 6 grammes par jour, il vous en donne 2. À la fin, au lieu de 4 mois d'élevage, vous pouvez retrouver à 7 ou 8 mois. Donc, il est important
de maîtriser cet aspect de calcul d'indice. Chers invités, nous allons donc directement passer à la deuxième partie de notre exposé qui concerne l'évaluation de la rentabilité. Parce que après ce calcul sur l'indice, nous pouvons maintenant savoir exactement qu'est-ce que nous gagnons lorsque nous investissons dans le poisson. Si nous respectons les règles de l'art, qu'est-ce que nous gagnons? Voilà. Nous avons pris un cas très simple. La taille de la ferme, c'est tout simplement un bac de 50 mètres cubes d'eau que chacun peut monter à la maison. Vous avez là des investissements liés à tous les autres intrants, que ce soit matériel de suivi, comme par exemple, vous avez les bacs, vous avez le bac en béton pour une valeur qu'on a estimée à 1,5 million. Je suppose qu'on peut le faire en dessin, mais nous préférons rester le plus réel possible. Vous avez un forage que vous pouvez réaliser à 1,5 million. Vous avez des cubités mains qui vous aideront peut-être pour les pêches de contrôle. Vous avez des épuisés qui vous serviront à effectuer ces opérations, des seaux, des bassines, des alevinières, tout le matériel nécessaire pour votre élevage. Vous verrez pour un total d'environ 552 000 francs. En supposant que vous avez votre propre, vous fournissez vous-même le propre financement, le total d'investissement ici est de 3 552 000. L'élément d'exploitation ici, c'est le bac comme nous l'avons si bien dit précédemment, et nous travaillons en système de monoculture avec le clarias uniquement. La densité de mise en charge, c'est-à-dire le nombre de poissons par mètre cube, est de 200 poissons mètre cube. Ça veut dire pour ce volume de 50 mètres cubes d'eau, nous en mettrons 10 000 poissons. C'est un système qui est très efficace parce que ça prend moins d'espace et plus de poissons par rapport à l'état. C'est pour ça que nous avons choisi de prendre cet exemple. Le taux de suivi, parce qu'il est vrai, avec le stress dû d'être au voyage et à d'autres paramètres, vous pouvez vous retrouver à la fin avec un taux de suivi de 85%. Vous avez le nombre de poissons à la fin du cycle, sera donc de 10 000 au départ, 8 500. Le poids moyen à la fin du cycle, nous l'avons mis à 600. Bien que nous pouvons en avoir 800, comme je disais tantôt, nous préférons rester très vigilants pour ne pas vous faire rêver en couleur. La biomasse à la fin du cycle, lorsque vous faites le calcul, c'est-à-dire 600 grammes fois 8 500, on a cette biomasse de 5,1 tonnes que ce bac de 50 mètres cubes vous produit pendant une durée de 4 mois. Nous avons ici choisi de travailler avec l'indice de 1,1 pour des raisons qui vont de la qualité, qui partent de la qualité de la levain, parce que cet indice aussi dépend de la levain qu'on est en train de nourrir. S'il est de mauvaise qualité, s'il a des mauvais parents, qu'il a une mauvaise croissance, même si vous avez le meilleur aliment du monde, il ne grandira pas. Donc nous supposons que la levain est de qualité approximative. C'est pour ça que l'indice ici est de 1,1. Le prix unitaire de la levain de Clarias, ici nous sommes encore au niveau de... Ici, le prix unitaire de la levain de Clarias est estimé à 125 francs. 125 francs
Le prix au kilogramme de l'aliment estimé à 1233 francs. Et l'eau, nous l'avons négligé puisque nous avons déjà inséré les prix relatifs au fourrage. Oui. Le transport, 30 000 francs, 30 francs CFA l'unité pour ce volet. Ça fait environ 168 300 francs pour le transport. Téléphone et autres, nous avons estimé les taxes pour des vaisseaux militaires, parce que vous voulez fonctionner dans la clandestinité. Nous les avons prévus également. Et la commercialisation. Si nous avons mis ce prix, c'est parce que on suppose que vous pouvez avoir un relayeur, ce qu'on appelle généralement corsaire. Et bien, on dit je prends tout à raison de 100 francs par kilogramme. Donc nous avons prévu tout cela. Ainsi donc, les amortissements totaux vont monter à 108 000 francs d'assis. Le salaire du technicien, parce que nous estimons que celui-là qui vous suit, s'il fait bien son travail, mérite également un bon salaire. 150 000 francs pour un seul bac, c'est quand même beaucoup. Le gardiennage, 30 000. L'assistance technique, celui qui viendra tout le temps vous donner des conseils en cas de besoin, vous le payez de 20 000 francs par mois, jusqu'au votre durée ici qui est de 4 mois. L'assistance comptable, si vous en avez besoin, on a prévu tout ça pour un seul bac. Des choses qu'on pourrait négliger, mais nous voulons essayer de vous montrer la clarté des choses. Et c'est qu'on gagne réellement si on veut investir de manière professionnelle. Alors le compte d'exploitation que vous voyez, que vous pouvez lire attentivement, puisque le coût global de l'aliment, avec cet indice de consommation, est de 6 917 130 francs. Oui, le coût lié aux enleveurs, 1 250 000. Le transport, tout est récapitulé là, pour un bénéfice net à la fin, un bénéfice que nous estimons minimal. Bénéfice minimum de 2 793 000 pour une durée de 4 mois, cycle de 4 mois, avec un seul bac de 50 mètres cubes. Alors, chers invités, vous verrez donc qu'avec un investissement total de 12 890 000, vous venez de vous lancer dans le domaine. Vous avez ce bénéfice au minimum de près de 3 millions. La remarque à faire, c'est que l'investissement sur l'aliment seul prend 72,8% du compte de roulement. Vous voyez pourquoi cet exercice de calcul d'indice, tout ce temps que nous prenons pour vous expliquer que l'aliment, c'est vraiment le problème crucial de l'élevage en aquaculture. Il faut avoir un bon aliment et savoir l'utiliser. Donc, chers invités, voilà ce que nous avons prévu pour vous ce matin et je vous remercie pour votre présence et nous vous prions surtout de poser des questions parce que c'est surtout en échangeant qu'on sent qu'on a appris à quelqu'un et dans les prochaines séances, nous pourrons modifier certaines choses que nous n'avons pas si bien faites. Merci. Merci, monsieur Bobo, pour cette présentation. Nous allons continuer avec des séries de questions en valeur de 5-5. Donc, on va prendre 5 questions, répondre et renouveler. Les premières questions, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Bonjour, c'est monsieur Maïk. Je voudrais poser la question surtout par rapport à l'aquaculture en hors sol.
On nous a donné le volume du lac. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une profondeur précise quand on veut faire l'aquaculture en sol? C'est-à-dire la hauteur de l'eau dans vos zones. Merci. Hubert Kondo. Bon, je suis en train de vouloir essayer la redonner. La première question que j'ai deux questions. La première va dans le même sens que mon prédécesseur, c'est de savoir, vous avez dit 50 mètres cubes d'eau. Et ça peut prendre à peu près quelle surface? Parce qu'on connaît le problème d'accès au foncier, comme c'est le cas en agriculture et tout. Ça peut prendre quelle surface à peu près? Parce que ça, on peut évoluer. Maintenant, à chaque fois que la deuxième question vient d'une remarque, tous les fournisseurs d'intrants nous parlent de 3 variétés. Et là, je compte, nous sommes au moins 150. Si nous tous nous lançons sur 3 variétés, c'est pas trop actif, excusez-moi, dans le sens où nous voulons, quelque part, à notre niveau, diminuer la quantité des importations. Et on sait que ce n'est pas seulement sur 3 variétés qu'on va y arriver. Pourquoi j'ai vu tout à l'heure le saumon, etc. Est-ce que c'est un souci de peut-être la qualité d'eau, un souci de climat ou bien quelque chose d'autre? Est-ce qu'on ne peut pas aller vers 5, 6, pourquoi pas 10 variétés, l'ensemble des variétés que nous avons sur le territoire? Bonjour à tous, moi c'est Jean-Yves Piloa. Ma question porte beaucoup plus sur le type de pisciculture qui est pratiquée au Cameroun. Très souvent, c'est la polyculture, c'est-à-dire qu'on associe plusieurs espèces dans un même état. Bon, là, la présentation que j'ai suivie avec beaucoup d'attention, si j'ai bien compris, vous pouvez me répondre si j'ai mal compris, porte beaucoup plus sur la monoculture. Bon, j'aimerais donc savoir, puisque nous sommes au Cameroun, il faut bien que nous ayons des offres adaptées au contexte du pays. Dans le cas de la polyculture, est-ce que vous avez des formules mixtes pour la polyculture, par exemple? C'est-à-dire, dans un même étang, si j'ai des clarias, j'ai des tilapias, est-ce qu'il faudrait que pour chaque espèce, j'applique les règles et les aliments que vous nous avez donnés, ou est-ce que vous avez une formule mixte qui me permettra de nourrir mes poissons, de faire des calculs aussi en tenant compte de cette association-là? Donc, merci. Merci de l'opportunité. Je suis ambassadeur d'une coopérative de production dans le Baniki, au Cameroun. Bon, j'ai vu à l'exposé tout à l'heure une vaste gamme de matières premières pour la composition de l'aliment. Alors, je me suis posé une question sur le système de collecte des éléments de matières premières qui entrent dans la composition de cet aliment. Alors, il faut justement se demander si on ne peut pas craindre parfois des ruptures de stock, parce que nous avons déjà un contrat peut-être absolu avec nous, ce qui est souvent arrivé. Donc, est-ce qu'on ne peut pas craindre des ruptures de stock d'approvisionnement en matières premières? Donc, l'autre aspect, c'est dans le temps de transport de cette matière première ici. Est-ce qu'il y a un temps d'avarie pour la durabilité de cette matière première? Voilà ces deux questions, mais la troisième va s'adresser à notre équipe agro-solutions. Parce que nous n'avons aucun document sur eux ici, parce qu'apparemment ils sont ici au Cameroun. Donc nous avons besoin de leurs références pour traiter un peu avec leur équipe. Merci. Bonjour, moi c'est Raoul Salitoubé. Je représente la coopérative SCOM Approche. Ma question est la suivante. On a très bien présenté le métier de pisciculteur tout à l'heure. Nous allons faire en détail comment produire du bon poisson. Mais maintenant, j'aimerais comprendre quel est le marché accessible aux jeunes débutants, aux jeunes pisciculteurs qui se jettent dans cette activité. On nous a dit que le Cameroun importe
200 000 tonnes de poissons et qu'il y avait des besoins en poissons. Moi, en tant que pisciculteur, si je parviens à optimiser ma production, l'intérêt pour moi, c'est de vendre ce poisson. Comment est-ce que je fais? C'est ça ma question. Merci. Je pense que ça fait déjà 5 séries de questions. On va pas attendre pour les autres prochaines. On va pouvoir répondre d'abord à la première question, qui est celui de Landry. Il parle de l'aquaculture hors sol. Et sur quel volume? Quel volume de profondeur? Monsieur Bobo, encore la question. Merci. Déjà, vous allez devoir m'excuser, je n'ai pas pu retenir votre nom, mais la question aussi. L'entrée. Oui, vous demandez la profondeur idéale. Oui. Lorsque nous parlons d'un bac, nous avons pris un exemple d'un bac de 50 mètres cubes. Vous avez, par exemple, un bac de 5 fois, pardon, combien? 5 fois 10, c'est ça? 5 mètres sur 10 de surface et avec une hauteur de 1 mètre 20. Là, 20 cm correspondent à la revanche. Ça veut dire que lorsque vous faites la mise en charge, l'eau s'arrête à 1 mètre de votre bac et les 20 cm supplémentaires, c'est la revanche. Pour que le poisson ne saute pas directement pour se retrouver hors de l'eau. Donc la hauteur, c'est de 1,20 minimal. Il y en a qui vont jusqu'à 1,60 mais le minimum c'est 1,20 m. J'espère que vous êtes satisfait de la réponse. La deuxième question revient à M. Hubert qui demande sur 50 mètres cubes d'eau. On peut construire ce bac avec quelle superficie? C'est bien ça? Oui. Permettez, je crois la deuxième question, c'est M. Pépé qui parlait des variétés de poissons. Il a parlé des variétés de poissons qu'on fournit. Il a posé 2 questions. La première, c'était s'il a les 50 mètres cubes d'eau, il peut, pour construire des bacs, il faut quelle superficie de terrain pour le faire? C'était ça la question. Nous venons de dire 5 fois 10. 5 mètres fois 10, donc 50 mètres carrés. Et c'est la hauteur ne change rien sur la surface. On est d'accord? Oui, une surface de 50 mètres carrés. Sur cette surface, vous construisez votre bac de 50 mètres cubes d'eau. Maintenant, on peut passer à sa deuxième question qui est sur les 3 variétés d'élevage. Il demandait quelles sont les 3 variétés d'élevage. Je pense que les variétés d'élevage, en fait, c'était tilapia, catfish et carpe que vous parliez. C'est vrai qu'on l'a vu dans la présentation tout à l'heure, on élève pas mal de choses en France et en Europe. Mais après, par rapport à la truite et par rapport au saumon, l'optimal pour produire de la truite sur la France, on a une eau qui est à 12 degrés. On l'a vu sur le catfish et tilapia, l'optimum de production c'est 28, où on a les meilleurs résultats. Vu la chaleur qu'on a ici, concrètement de produire une truite, c'est pas possible. Parce que si vous mettez une truite passer 18 degrés, la truite ne va même plus manger. Donc vous aurez des mauvais indices, quoi. Après, c'est vrai que sur l'Afrique, pour l'instant, c'est pas. Enfin, sur l'Afrique du Nord, ils élèvent bar dorade. Donc ça serait possible ici. Après, il faut des cages de qualité. Et au niveau des marées, au niveau des tempêtes, il ne faut pas des grosses tempêtes qui risqueraient de tout embarquer. Il y aura des choses dans l'avenir à faire, je pense, sur les poissons de mer sur l'Afrique centrale. Et notamment, éventuellement, nous, on produit énormément d'aliments pour les crevettes, de la crevette biologique à Madagascar. Donc sur d'autres pays d'Afrique, c'est possible. Après, ce qu'il faut, on a vu qu'un aliment de qualité
est important et des alevins de qualité, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment avoir l'alevin. Donc si on se met à faire par exemple la crevette avec des alevins de mauvaise qualité, ça ne sera pas possible. Donc, je pense qu'il y a plein de choses de possibles, notamment sur d'autres espèces. Sans avancer, je reviens à la question de M. Hubert. Il n'est pas satisfait. Il vient reposer sa question sur la vente de ces mots. Excusez-moi s'il vous plaît. Quelque part, ma question n'a pas été très bien comprise et je peux aussi proposer des solutions. C'est dans le sens où j'aimerais savoir si on ne peut pas chercher à introduire toutes les variétés que vous fournissez au niveau de Bouissant. Vous parlez tout à l'heure, vous avez parlé de 12 degrés. Nous avons quelqu'un qui fait la promotion de l'installation des unités de l'industriel. Mais nous sommes en train de passer vers une agriculture de deuxième génération, etc. Est-ce qu'on ne peut pas étudier, est-ce que de manière artificielle, parce qu'on veut travailler à introduire toutes ces variétés-là, est-ce qu'on ne peut pas travailler de manière artificielle à diminuer cette température d'eau? Et de 12 degrés, je ne pense pas qu'on ne puisse pas y arriver, parce que nous avons des zones comme, je n'ai pas trop voyagé au Cameroun, mais il y a des zones comme Tchang, il y a le sud-ouest, etc., les Boyens et autres. Je pense qu'on peut introduire ces variétés, parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas rester au stade des pisciculteurs, comme le Saint-Patrick, mais au niveau des sociétés bien constituées, etc. Donc c'est la principale activité. Donc je pense qu'on peut ensemble chercher des solutions et avancer dans ce sens. Ouais, concrètement, c'est vrai que tout est possible. Après, sur une élevage, par exemple, sur l'élevage de truites, de refroidir, les températures d'eau qui sont faibles, ça va aller. Après, la truite, c'est un animal qui demande des qualités d'eau, on va dire, exceptionnelles sur la France. On ne peut pas en produire partout. Il y a des endroits où c'est compliqué d'en produire. C'est un animal qui est très sensible aux variations de température. Donc c'est clair que demain, on pourra peut-être produire de la truite en Afrique. Mais le clarias, le catfish et le tilapia, c'est des poissons très très rustiques, très très solides et qui ont des vitesses de croissance très très élevées. Donc nous concrètement, si on avait une température à 28 degrés et un marché sur ce genre de poisson, on ne s'en mettrait pas vers de la truite. Donc je pense que les choses sont possibles, mais il faut peut-être le faire étape par étape. D'abord commencer avec ce qu'on sait faire et un poisson de qualité avec des forts potentiels de croissance pour pouvoir après lancer les choses. Mais je pense qu'on parlait de la crevette tout à l'heure, de la crevette en Afrique, c'est possible, ça sera possible. Mais après, il faut réussir, c'est plutôt la même chose, il faut réussir à trouver des alevins de qualité. Par exemple, sur la crevette, il faut importer ça des États-Unis, c'est assez onéreux, etc. Et si on prend par exemple des bébés crevettes, des alevins qu'on a trouvés dans la nature, et qu'on va faire grandir, on n'aura pas des croissances en fait exceptionnelles. C'est bon. Ok. Je pense que je suis quelque peu satisfait pour l'instant. Merci. On passe à la troisième question, celui de Jean-Yves, où il parle qu'on a expliqué, on a parlé plutôt de l'élevage en monoculture. Pourquoi ne pas, est-ce qu'on pouvait insérer aussi la polyculture et donner la formulation comment nourrir en élevage de polyculture? Monsieur Momo. Oui, monsieur Jean-Yves, il y a plusieurs types de pisciculture, comme vous avez si bien dit, plusieurs systèmes pour avoir des monocultures comme le cas que nous avons pris. Nous ne nous intéressons pas uniquement à ce cas de monoculture, nous l'avons pris parce que c'est plus édifiant de parler à quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment dans le domaine. Je lui parlais de monoculture avant d'entrer dans les détails de la polyculture qui sont encore un peu plus complexes. Et cependant, il y a la monoculture, comme vous venez de voir avec le clarias, la monoculture avec d'autres espèces, que ce soit la carpe ou le tilapia ou même le ganga, que nous apprécions tous la chair. Et on peut également effectuer des élevages en polyculture, clarias, tilapia,
Et c'est même celle qui est recommandée pour des élevages en système extensif ou semi-intensif. Ça veut juste dire pour ceux qui n'ont pas de moyens ou qui ont un peu de moyens, terre à terre, c'est ce que ça veut dire. Donc l'élevage en polyculture peut également on peut également associer jusqu'à 4 espèces, c'est-à-dire tilapia, clarias, carpe et kanga. Tout ça est possible. Mais maintenant, c'est l'origine qui devient un problème. Parce que si vous voulez le faire de façon professionnelle, si ça doit être une activité rentable, il faut utiliser un aliment qui satisfait à la fois le clarias, le tilapia, la carpe et le kanga, ce qui est un peu compliqué. Ce type d'élevage se font généralement dans le système rural où on va utiliser l'aliments qu'on a soi-même formulé ou les déchets de cuisine parce que chaque poisson ira là-bas et cherchera ce qui l'intéresse. Mais par contre, si nous utilisons un aliment granulé, il faudra trouver une formule spécifique, ce qui est déjà en cours chez Ouessant, pour trouver un aliment qui répond à la fois aux besoins du clarias et du tilapia. On s'est rendu compte que les pisciculteurs, chez nous, en Afrique, veulent associer ces deux espèces plus souvent. Donc le Ouessant est en laboratoire pour essayer de trouver un aliment qui pourra faire du bien à la fois au tilapia et au clarias. Mais pour les deux autres espèces, ce n'est pas encore le cas. Ils ont leur aliment spécifique. Je crois que j'ai essayé de satisfaire votre curiosité. Merci. Ok, merci, M. Momo. Nous allons passer ensuite à la 4e question qui est de celui de M. Ambassa. Sa préoccupation, c'est au niveau de matières premières et du système de collecte sur la composition, voire la rupture du stock. Je pense que notre partenaire le Ouessant est bien indiqué pour discuter cette partie-là. Donc oui, en fait, concernant tout ce qui est matières premières, donc on a vu tout à l'heure, on fait 900 000 tonnes d'aliments par an. Donc on apporte des matières, on est une coopérative, on apporte des matières premières d'un peu partout dans le monde et on a une équipe qui est conséquente et qui est dédiée uniquement aux achats. Donc on a un peu le commerce, un peu l'achat, un peu la qualité, etc. On a une équipe ils sont presque une dizaine de personnes où ils vont acheter du blé, du soja, etc. sur les marchés mondiaux. Donc en fonction des cours, concrètement on prévoit des volumes par an d'achat et après les gens nous font des cotations et on s'engage sur je sais pas, 1 million ou etc. Concrètement sur des matières premières on n'a jamais de rupture, c'est pas possible. Il y a aussi une deuxième question qui est celui du transport et du délai des avaries. Toujours le Ouessant est indiqué pour ça. Donc oui, donc en fait, le délai d'avaries, je n'ai pas compris la question. Donc en fait, on a une DLUO, c'est-à-dire vous avez une DLC, donc c'est date limite de consommation, et sur les aliments, on parle d'une DLUO, donc date limite d'utilisation optimale. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que concrètement, vos poissons, après cette DLUO, donc la date qu'il y a sur les sacs, pourront manger le poisson, ils ne vont pas mourir. Par contre, on ne garantit pas, ça peut, mais on ne garantit pas, par exemple, les niveaux de vitamines, les niveaux de protéines et lipides, ça ne bouge pas, mais plus sur tout ce qui est vitamines et au niveau nutritionnel, en fait, où ça peut être un peu dégradé. Et Dieu seul sait si la France est très, très stricte, donc on est obligé de respecter ces normes. Un poisson qui mange, si c'était ça la question, un aliment où la date est passée d'1 ou 2 mois, le poisson ne va pas mourir. Là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est pas comme une DLC où on risque d'être malade. La DLC, en fait, c'est date limite de consommation. Donc j'achète par exemple un pot de crème fraîche ou passer la date, il y a des risques d'être malade. Là, le poisson, on n'a pas de risque d'être malade. Et il y aura peut-être un peu moins de vitamines qui vont au fur et à mesure du temps. Parce que j'ai répondu, si. Ok, merci monsieur Julien. Et la troisième question de monsieur Ambassa est celui
À Global Solutions, on ne vous connaît pas les documents à pouvoir. Je pense que cette question m'est posée à moi personnellement. Tout d'abord, je vous dirais qu'à Global Solutions, je reviens à la déclaration d'une jeune entreprise camerounaise qui vient de l'initiative de 2 jeunes Camerounais. Le premier, c'est moi qui est infirmier vétérinaire de profession et qui, à un certain moment, a pris pour amour la passion dans l'élevage des poissons. Ayant suivi une formation chez M. Philmar, je ne sais pas si beaucoup d'entre nous le connaissent, il a formé pratiquement au moins 70% des fonctionnaires du Minépia pour l'aquaculture au Cameroun. Après m'être formé chez lui, avec l'expérience qu'il avait dans les fermes, et allant dans les fermes piscicoles, j'ai rencontré le problème criard en alimentation. Voilà pourquoi, avec notre partenaire qui n'est pas ici présent, M. Marus Kantou, il est en Belgique, c'est un ami d'enfance avec qui on a pris l'initiative de mettre sur pied cette activité et il a été très d'accord. En chemin, on a rencontré avec les différents partenaires, M. Le Boussin, avec qui on a trouvé satisfaction et on s'est accordé. Au niveau de la documentation, comme vous avez dit, pour ne pas perdre trop de temps par rapport à la question, nous sommes venus sur Douala sur deux plans, 2 fonds, dont celui du Savi, et on a directement improvisé le séminaire. Vous allez voir, le séminaire, on l'a pris de coup. Mais on a dit qu'on ne pouvait pas arriver à Yaoundé, on repart sans asseoir les pisciculteurs, sans parler de l'aquaculture, même à des personnes qui connaissent rien de l'aquaculture. Les documents que nous avons apportés, beaucoup ont été distribués au Savi. C'est peut-être la bêtise qu'on a faite. Ça, si c'est pour le séminaire de juin, on s'en excuse vraiment. Mais on vous promet qu'au prochain séminaire, on va maximiser autant de documents pour pouvoir vous distribuer. Mais, comme vous avez vos numéros qu'on a enregistrés et que ce soit les adresses mail, on pourra vous les renvoyer par mail ou bien par WhatsApp. Ça, je vous le promets. Merci. On va pour la suite question. Celui de Serge de Stotch. Il a dit marché accessible aux jeunes pisciculteurs. Comment vendre les poissons? Cette question, je peux laisser l'ingénieur vous répondre et peut-être compléter. Merci pour la question. Il est bon à savoir ou bon de rappeler que nous importons jusqu'à 200 000 tonnes de poissons. Et ces poissons que nous importons, nous ne les affectionnons pas particulièrement. Le plus souvent, c'est parce que nous sommes contraints. Si nous avons la capacité d'en produire, pourquoi nous n'aurons pas la possibilité de vendre? Il s'agit des poissons d'eau douce, des poissons locaux que beaucoup ont, en fait, que nos parents, nos grands-parents chérissent depuis des temps anciens, mais qu'on n'en trouve pas sur le marché. Nous sommes obligés de consommer des poissons dont on ne connaît pas réellement l'origine, nous n'avons aucune traçabilité, mais on dit que le marché de ce poisson, est-ce qu'il existe? C'est vrai, il faut poser des questions si on veut s'investir, mais je vous le dis, ce marché existe et déjà, c'est presque pas possible de voir du clarias dans une poissonnerie. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'on n'en produit pas. C'est parce que la commande est faite licitus. Directement que le producteur a dit que le poisson est disponible, il y a un client qui vient et ravage tout. Il s'en va avec dans les hôtels, dans les grands restaurants. C'est comme ça. Pour que nous trouvions ce poisson dans les poissonneries, il faut produire massivement. Il faut que nous cherchions déjà à équilibrer la balance commerciale qui est déficitaire en termes de poissons. Je disais, je vous remercie, n'est-ce pas, de vous donner l'opportunité de poser cette question. Mais auparavant, je voudrais quand même insister pour vous féliciter de cette occasion que vous nous donnez, n'est-ce pas, d'aller droit vers le métier du poisson, si je veux le vulgariser. Je vous remercie vraiment. Mais ma question est la suivante. C'est un constat et en réalité. Depuis que vous avez exposé, j'ai noté
que l'aliment était un élément essentiel. On a évoqué, je crois, partiellement l'eau. Et je voudrais vraiment savoir ce que vous dites de la gestion de l'eau dans l'aquaculture que vous voulez nous inciter, n'est-ce pas, à développer pour notre compte. Je crois que si ce n'est pas une question, c'est juste un constat. Et je suis Aurel Kemené. Voilà, Aurel Kemené. Oui, je m'appelle Bruno Ferdinand. Je viens de Montfouille-Aquanon. Merci pour m'avoir donné l'opportunité de poser la question. Mais ma question porte sur le transport des alevins. Parce qu'on a parlé que lorsqu'on porte les alevins, des fois, le mode de transport n'est pas adéquat. Bon, il y a des pertes et tout consort. Comment on peut faire pour avoir des meilleures conditions pour transporter les alevins, par exemple, de Fumban jusqu'au centre? La deuxième question concerne aussi les aliments pour poissons, c'est-à-dire que c'est un peu rare. Bon, les représentants de AgroSolutions, nous voulons savoir ici au centre d'où on peut se ravitailler en bon aliment. Voilà mes deux questions. Thank you very much, sir, for this opportunity. I would have loved to ask my questions. I would like to ask in English, but maybe I'll try in French so that you can understand me better. Bon, première préoccupation, c'est que tous les documents, c'est en français et toutes les interventions, c'est en français. Bon, je me demande si, est-ce que vous préparez d'autres documents en anglais pour que ça puisse arriver dans les zones anglophones et pour les jeunes. Deuxièmement, je suis enseignant et je suis déjà dans l'agriculture, bientôt à la retraite, mais j'aimerais encourager beaucoup de jeunes à optimiser le congé de 3 mois dans l'aquaculture. Bon, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour les jeunes, surtout qui sont en congé, qui veulent vraiment s'engager dans cette activité. Et surtout, est-ce que vous travaillez avec le gouvernement, avec certains microfinances pour pouvoir avoir un peu de capital, que si un jeune, un élève ou bien un étudiant qui veut vraiment utiliser son congé pour faire quelque chose dans ce domaine? Merci. Bonjour à vous. Ma préoccupation, c'est monsieur de Pascal. Ma préoccupation, c'est que nous autres, nous ne sommes pas des professionnels dans la matière. C'est peut-être par passion que nous sommes arrivés là. Un peu fort, vous écoutez pas, s'il vous plaît. Que par passion, nous sommes arrivés là. Nous avons des étangs qui sont déjà en place. Nous croyons faire comme toujours, mais aujourd'hui, on ne parle de bas. Alors, je voulais poser la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'adaptation avec ce que nous avions déjà mis en place pour pouvoir accompagner AgroSolutions? Bonjour, je suis M. Atuman Kozova. Ma question s'adresse particulièrement à AgroSolutions et le puissant. J'aimerais savoir si les formules que vous évoquez là pour le calcul de biomasse et le nourrissage sont propres à vos recherches ou alors c'est des formules universelles que tout le monde peut appliquer à n'importe quel moment pour trouver des solutions à son élevage. Je vous remercie. Bonjour, moi c'est M. Tchotou Goubert. Pour une bonne réussite d'élevage, je pense que l'eau est très capitale. En élevage de poulets de chair, l'eau joue un très grand rôle. Je voulais savoir l'acidité, c'est-à-dire le pH de l'eau. Le pH de l'eau qu'on doit utiliser en élevage de poissons. Monsieur, je pense qu'on a déjà fait 6 questions. Je vous en prie. Merci déjà pour vos questions et nous revenons à la phase de réponse. La première question vient de M. Béné. Son problème, c'est l'eau, la gestion de l'eau. Je pense que M. Momo pourra le faire et puis Julien pourrait accompagner pour mieux éclaircir l'opinion pour ça. Merci. Merci de me passer la parole. Oui,
Il est vrai, l'eau, c'est d'abord le milieu de vie du poisson. Donc, c'est logique que nous parlions d'eau. Et par rapport à sa gestion, ça dépend du système d'élevage qu'on adopte. Si on est en étang, l'idéal c'est d'avoir une source d'eau permanente, c'est-à-dire une rivière à proximité de sa zone d'exploitation. Cette rivière, on pourra la canaliser et construire en amont une sorte de retenue pour alimenter son étang, même en période de saison sèche, si ça veut que le cours d'eau n'est pas pérenne. Et maintenant, pour les systèmes hors sol qui vous concernent assurément, et pour assurer cette notion d'eau, il faut d'entrée de jeu être sûr également qu'on a une source d'eau intéressante. L'idéal, c'est d'avoir un forage à la maison parce que les systèmes de hors-sol sont beaucoup plus exigeants en termes d'eau, puisque les densités d'élevage sont élevées et il faut que l'eau circule le plus souvent en circuit ouvert. Donc il faut déjà prévoir un forage ou un bon puits aménagé équipé d'un système de pompage et également avec des bacs de retenue comme château. Et par contre, certains me demanderont assurément si l'eau de la SNEC est adaptée pour l'élevage. Je dirais non pour ne pas entrer dans trop de détails parce que cette eau contient du chlore et ce chlore est nocif pour la santé du poisson. Pour l'utiliser, il faudra neutraliser le chlore et on utilise des substances chimiques pour arriver à cela. Et vous ne pouvez pas neutraliser le chlore dans peut-être 10 000 mètres cubes d'eau. Vous voyez un peu. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir un forage ou un puits aménagé. Pour, éventuellement, vous pourrez également traiter les eaux de source ou des rivières si vous installez vos hors-sols en aval. Il y a toutes ces possibilités-là. Merci. Nous allons passer à la question suivante. Toujours par monsieur. Oui, monsieur. D'accord, merci pour l'eau qui est déjà dans mon combat. On a fait le temps sur cette convaincue, mais c'est là que je suis un peu concentré. À cette eau-là, on a dit qu'il y avait par exemple des 4 mois, non, aussi. Pardon? On a dit que c'était 4 mois, non? Oui, un cycle de 4 mois. Oui. La même eau? Non, vous pouvez travailler en circuit fermé ou en circuit ouvert. Oui. Circuit fermé, ça veut tout simplement dire que la même eau est réutilisée pendant une certaine période. Et la période d'utilisation de la même eau dépend de la densité de poissons dans votre bassin. Si vous avez peut-être mis 10 poissons au mètre cube, vous ne pourrez pas changer l'eau à la même fréquence que celui qui en a mis 200 au mètre cube. Vous voyez un peu? Oui, notre partenaire, le président, va apporter un plus pour vous éclaircir davantage sur la qualité de l'eau. Oui, juste la qualité de l'eau. Donc on a vu qu'il fallait changer l'eau. Et cette eau-là, en fait, on a des choses énormément, c'est l'aquaponie. En fait, c'est utiliser cette eau qui est riche de nutriments pour faire grandir des plantes. On a pas mal de gens qui commencent à se lancer là-dedans en France, et il y a toutes les choses pour le faire, où voilà, quand vous faites rentrer l'eau, de temps en temps vous allez la changer, et cette eau-là, il ne faut pas la gâcher, parce qu'elle est pleine d'engrais. En fait, on s'est aperçu que sur des croissances de tomates, notamment, on avait des rendements par pied qui étaient multipliés par 2, par 3 ou par 4. Juste le fait que cette eau-là. Donc, moi j'encourage les gens à se lancer dans ce genre de système d'aquaponie ou de système similaire à l'aquaponie en ne cachant pas l'eau et en l'utilisant sur les plantes pour avoir des bonnes croissances. Et on parlait tout à l'heure de polyculture.
on est tout à fait là-dedans, puisque ces bonnes matières premières, cet engrais, faut pas le gâcher, on peut faire pousser des tomates sans avoir besoin d'acheter d'engrais, donc c'est super cool. Ok, merci monsieur Julien pour l'explication. On va passer à la question suivante, qui est venant de monsieur Ferdinand. Il parle du transport des aveugles. Quelles sont les meilleures conditions? Monsieur Moumon. Oui, monsieur Ferdinand, le transport des aveugles nécessite certaines précautions. Déjà, il faut tenir compte de la distance et toujours exiger que vos transports d'alevins se passent dans la nuit. Oui, c'est capital parce que dans la nuit, les températures sont basses et le poisson dépense moins d'énergie. Sachez que la chaleur va causer un stress chez le poisson et il va commencer à s'agiter. À force de s'agiter, ils auront, pour le cas des clarias, des bagarres qui vont se produire. Vous allez à la fin retrouver beaucoup de morts dû au stress, dû aux bagarres, dû tout cela à cause de la chaleur. Également, il faut tenir compte du conditionnement. Il faut tenir compte du conditionnement. Ce qui doit être pris en compte dans ça, c'est la quantité d'eau qu'on met dans le... Si par exemple vous achetez 1000 alevins de clarias de 10 grammes et qu'on doit vous le conditionner dans un seau ou dans un prenonce de 20 litres, on ne devrait pas mettre plus de 4 litres d'eau. Donc ils doivent avoir une quantité d'eau minimale qui les empêche de faire trop de mouvements. Et également, il faut, vous allez voir parfois le fermier, il ajoute quelques gouttes d'huile rouge. Parce que le clarias, tout le temps, quand il s'agit, il sécrète un mucus et vous allez voir l'eau, il y aura de la mousse à la surface de l'eau. Et cette mousse va empêcher l'oxygène d'arriver et vos poissons vont mourir par ceci. Donc la goutte d'eau, la goutte d'huile, ça fonctionne un peu comme un neutralisant. Et qui fait que ces bulles qui veulent se former sont neutralisées par l'huile et l'eau reste un peu limpide pendant le parcours. Maintenant, ce qui concerne les autres espèces comme la carpe ou le tilapia, il faut toujours exiger l'oxygénation. Que l'on vous conditionne dans des plastiques oxygénés. Beaucoup de gens vont vous dire qu'ils vendent des alevins, mais ils n'ont pas ce matériel de conditionnement. S'il n'y en a pas, n'achetez pas. C'est simple, parce que vous allez vous retrouver avec des cadavres. Puisqu'une fois que ces poissons sont mis dans des conditionnements, on doit pomper dans l'eau une certaine quantité d'oxygène qui est calculée en fonction du volume de poisson et pour une distance précise. Donc il y a des conditions qu'il faut respecter pour le transport et surtout retenir qu'il faut voyager dans la nuit. Merci. Dans le même sens que moi je veux juste ajouter un petit truc qu'il a oublié dans son expression. Le transport, il est aussi à noter qu'après chaque ayant parcouru une distance de pratiquement 2h30, en le temps maximum de 1h30, 2h, il va falloir que vous changez l'eau que vous avez mis au départ. Et à chaque distance, vous faites la même chose. Vous faites 1h30 de voyage, arrêtez-vous, cherchez une source d'eau et renouvelez. Merci. La deuxième question de M. Ferdinand allait sur la rareté de l'aliment poisson. D'où peut-on se ravitailler? Et c'est à l'endroit de AgroBioSolutions. Pour ce qui est de la rareté de l'aliment poisson, AgroBioSolutions vous rassure et prend des engagements d'avoir la régularité de l'aliment.
au Cameroun, puisqu'on a un partenariat solide qu'on a tissé avec le Bouessan en personne. Et pour ce qui concerne les différents points de ravitaillement d'aliment, le Bouessan, à Douala déjà c'est pratiquement la base totale du groupe de solutions. On retrouve l'aliment à la boutique au niveau de l'entrée-bille, donc passé entre l'entrée-bille, le Voici et CC à la banque CC, plus précisément au Carrefour 3 Bordel. Excusez-moi du terme, mais c'est pas moi. C'est le nom du Carrefour, c'est le point de repère. Dites à n'importe quel taxi, Carrefour 3 Bordel, on vous dépose à cet endroit. C'est pas moi qui l'ai défini. À Yaoundé, on retrouve l'aliment le Bouessan à Bozoa. Plus précisément, je pense que mademoiselle Gisèle est mieux placée pour donner la décision, parce que moi je ne maîtrise pas trop Yaoundé. C'est elle qui est responsable du magasin à Global Solution Yaoundé. On a aussi un autre magasin au niveau de Limbé. C'est la ferme Daniel Lotte et Fiche qui est responsable. C'est un partenariat que Global Solution a signé avec cette ferme et qui a pris la responsabilité de faire des distributions à Limbé. Qu'à cela ne tienne, partout où vous voulez que l'aliment soit, Global Solution est prêt à signer des partenariats de dépôt avec quiconque est disponible de les faire. Nous sommes ouverts. Merci. Monsieur, à Yaoundé, nous sommes situés à Bozoa, derrière la station Green Oil. Bozoa, à la sortie de la ville. Donc après, derrière la station Green Oil, à Bozoa. Oui, après Olembe. Après Olembe. Oui, vous aurez les contacts qui seront affichés. Donc, merci déjà pour cette question. J'espère que vous êtes satisfait. On peut évoluer. Monsieur Mounda, excusez-moi si j'ai mal relevé le nom. Son problème était au niveau de la documentation qui est toujours faite en français et non écrite en anglais pour les anglophones. Voyez. Pour cette question, je vais être assez clair et honnête avec vous. Comme je l'ai dit depuis le départ, Global Solution est une jeune société et accepte toutes vos propositions. On n'a pas pensé à la version anglaise, mais on a pensé au moins à faire un séminaire dans la ville de Limbé. C'est déjà un apport que Global Solution a pensé. Mais avec le temps, on va voir comment traduire les documents qu'on a pour le moment en anglais. La seconde question de M. Moungan, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes qui sortent de l'école et quel partenariat avec les microfinances. Je reviens vers la fin concernant la partie microfinance. Au niveau de Douala, de Yaoundé, on n'a pas pu inviter une microfinance parce que l'organisation du samedi et du séminaire en même temps, les délais étaient très très courts. Et on a pris sur nous, à l'occasion de l'arrivée du partenaire Le Bouessan qui venait au Cameroun pour le SAVI, on a décidé une fois de commun accord d'organiser des séminaires dans 4 villes du Cameroun. Cette organisation, déjà, ce n'est pas facile. Les 4 villes du Cameroun sont, aujourd'hui, on commence par Yaoundé, mercredi, nous sommes à Douala, vendredi, on est à Limbé, et le 14, on est à Bafsan. Ce qui fait que l'organisation, déjà, c'est déjà pas facile, et surtout dans ces 4 villes. Ben, au niveau de Douala, on a quand même fait l'effort de rencontrer une microfinance qui pourra venir exposer concernant la partie comment est-ce que les pisciculteurs peuvent prendre des crédits dans les banques. Au moins au niveau de Douala, puisque c'est la ville où tout a été décidé, on a rencontré au moins une microfinance qui pourra le faire. Général. Et demain, le Bouessan s'engage et a la valeur ajoutée de pouvoir modifier très rapidement les choses. Rien n'est figé, rien. Si demain, on voulait changer un peu les formules, parce qu'on a dit qu'il y a un niveau de protéines qui va faire grandir plus rapidement, on peut concrètement le faire.
Et on est vraiment en attente d'avoir des échanges. Nos deux formulateurs sont en attente d'avoir un échange technique avec le Cameroun pour pouvoir éventuellement modifier les choses. Toujours dans le but d'optimiser les croissances. Donc voilà, les choses sont possibles. Ok, merci. J'espère que vous avez satisfait pour la question. On va passer à la 6e question de cette rubrique, qui était quel est le pH de l'eau? Monsieur Momo, à toi la parole. Oui, le pH, c'est l'un des paramètres psychochimiques de l'eau sur lequel il faut être très vigilant. Si nous prenons le cas du Clarias, par exemple, il est vrai, il supporte des pH extrêmes, c'est-à-dire ça peut aller de 5,8 à environ 11. Dans cette gamme, il s'en sort. Mais l'idéal, c'est la neutralité. Donc, au pH de 7, il s'en sort mieux. Mais il faut quand même rester dans la gamme de 6, 8 pour optimiser sa croissance et sa survie. Maintenant, pour les autres espèces, comme le tilapia, ils sont un peu moins résistants aux variations du pH. Donc, il faut rester strictement dans la zone de neutralité. Oui. Donc, pour tout, il faut surtout une eau neutre. Vous allez vous rendre compte que certains font des forages, mais ne peuvent pas utiliser cette eau pour élever, parce que les eaux sont extrêmement acides. Ceux qui ont fait une visite, peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont fait la visite à leur papa. Vous allez voir que là-bas, on n'élève pas du tilapia. Ce n'est pas les moyens qui manquent, ce n'est pas la souche qui manque, c'est parce que les eaux sont très acides. Ils ont beau essayer, ça ne marche pas. Et traiter de grands volumes d'eau pour essayer d'équilibrer le pH, ce n'est pas aussi évident. Donc voilà, à cause de... C'est vrai, le pH, il faut tout le temps le vérifier, surtout lorsqu'il pleut. Voilà. Ok, merci M. Bobo pour cette brillante explication. Nous allons passer à la 3e et dernière série de questions. La dame de la première des deux élèves de Blanfeuille de l'Est, ça fait depuis le premier coup qu'elle est là-bas. Merci, bonsoir, bonjour. Bonjour. En fait, je voudrais d'abord saluer l'initiative de AgroBio et en plus préciser que moi je suis basée à Bertois et le potentiel aquacole est très élevé. Donc si dans vos prochaines activités vous prévoyez un séminaire pareil dans la zone. J'aurais 2 questions. Vous avez présenté tout à l'heure les bacs bétonnés, qu'on pouvait avoir un bénéfice de près de 3 millions. Maintenant, vous n'avez pas donné l'entretien qu'il y a à avoir. Est-ce qu'il faudra changer l'eau de manière continuelle? Est-ce qu'il faudra faire, parce que vous avez parlé des circuits fermés, circuits ouverts. Maintenant, si le circuit est fermé, il peut changer l'eau après combien de temps? Et quel volume il faudra changer? Parce qu'il y a aussi ça. Si l'eau n'est pas disponible de manière continuelle, il ne peut pas faire un circuit ouvert. Bon, ma deuxième question, c'est au niveau des paramètres physico-chimiques. Depuis, vous vous attardez uniquement sur la température et le pH. Mais quand on fait un élevage dans les bacs bétonnés, il y a l'oxygène qu'il faut prendre en compte et plusieurs autres paramètres. Et aussi l'appareil adéquat pour mesurer tous ces paramètres physico-chimiques. Merci. Good morning, good afternoon, everybody. I am called Madame Tengwa Vijay. I want to find out from the presentation, he talked about 50 square meters for 10,000 fish. I want to know whether, if to start this business of fishing farming, you must start from 10,000 over. Or if the 10,000, 50 square meters, you can put less than 10,000, or you can put more than 10,000. And what happened in case of, like
For example, if you want to weigh less than 10,000, what will happen? Do you still take the same space, or you take less than space or more? That's my question. Thank you. Bien. Je vous remercie parce que vous nous passez la parole. Je suis Tsala Albini Joseph. Je sors de la Mofo-Akono. Alors, je suis un amateur de l'utilisation de l'Ogusam. C'est-à-dire, j'ai commencé à utiliser ça. Du moins, j'ai commencé à utiliser ça. Alors, mon observation, c'est qu'à 3 mois, j'avais un poisson de très bonne taille. Parce que le poisson allait, n'est-ce pas, entre 800 à 900 grammes. Cependant, ce poisson semble avoir beaucoup de graisse. Alors, je voudrais donc savoir si Agrobio, n'est-ce pas, peut revoir la formule. Parce que nous aimerons effectivement avoir du poisson, du bon poisson, comme ce que j'ai observé. Mais quand on va, n'est-ce pas, sur la place du marché, on nous reproche aux pisciculteurs, n'est-ce pas, de nourrir le poisson au point d'avoir beaucoup de graisse. Alors, ça fait donc problème. Bien. Ma deuxième préoccupation, c'est de savoir pourquoi est-ce que on laisse tout Yaoundé pour se retrouver en Kozoa, alors que nous, en Kozoa, c'est très loin, par exemple, n'est-ce pas, de la ville de Yaoundé. Est-ce qu'on ne peut pas trouver, n'est-ce pas, un autre endroit approprié, n'est-ce pas, pour installer les magasins Biosolutions, Agro-Biosolutions? Oui, troisième question. Quatrième question. Bonjour à tous. Moi, je me nomme Néné Gapola. Bon, on a beau parler de tout, mais on n'a pas parlé des maladies. Parce que on peut payer aussi, parce que je veux aussi entrer dans ça. Mais je n'ai pas compris comment des maladies, le genre de maladies que le poisson peut y avoir. Et bon, ma deuxième préoccupation, c'est parce que c'est un cas à Yaoundé. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi ouvrir ça les petits villes? Parce que moi, je suis situé en bas. Là, je veux aussi savoir la maladie. C'est monsieur Nga. Monsieur Nga. Oui. À Rondon, nous sommes un cabinet d'études conseil. Nous accompagnons les producteurs qui sont associés, les coopératives et GIP dans le passé. Nous sollicitons votre intervention de temps en temps pour nous accompagner lorsque nous avons le besoin. Mais nous sommes arrivés un peu en retard. Vous allez nous excuser parce qu'on avait d'autres préoccupations. Alors, vous avez ce que j'ai suivi tout de suite. Je n'ai pas vu des techniques plus adaptées. C'est vrai que vous faites la promotion des produits, des granulés et autres, mais je veux savoir, en milieu rural, il y a des aquaculteurs qui ont des étangs piscicoles, mais cependant, nous voulions une forme d'alimentation adaptée. Par exemple, association poulet, déchets, poulet et poissons. Nous voulions aussi, parce que quand on parle de l'aquaculture, on parle un peu de la foresterie. On n'est pas plus loin de la foresterie. Alors, moi je parle, quand on parle de l'aquaculture, on n'est pas très loin de la foresterie. Et je veux savoir les essences qu'on peut adapter par rapport au microclimat tout autour des étangs de poissons pour mieux édifier les séminaristes. Et je ne veux pas abonder plus loin, je veux avoir une documentation, c'est-à-dire la documentation qui peut nous aider à vous connaître de plus en plus
lorsqu'on aura besoin de votre intervention, on pourra vous saisir. Par une veille documentaire, en quelque sorte. Ok, merci. Je pense qu'on a atteint le quota de 5 questions. Une dernière question, et puis on pourra répondre. Bonjour. Je suis Ivan Zokou, ingénieur en aquaculture. J'aimerais tout d'abord apporter un compliment à la réponse de Roméo Momo tout à l'heure par rapport à l'utilisation de l'eau de la SNEC pour la pisciculture. J'aimerais dire que, tout comme lui, je croyais que l'eau de la SNEC n'était pas utilisable, mais elle est utilisable en pisciculture. En fait, il a abordé le fait que le chlore était présent. C'est vrai, le chlore est présent, mais le chlore peut être enlevé de cette eau. Comment? Pas par une manière chimique, par une manière tout à fait naturelle. Juste en exposant cette eau au soleil. Le chlore s'échappe. D'accord. J'aimerais ajouter aussi que je suis responsable piscicole d'une nouvelle entreprise, Malé Farm, qui aimerait aussi tisser des liens avec AgroBio-Solutions. Ma question est la suivante. Vous avez parlé du poisson de table le plus souvent. Qu'est-ce que vous dites donc par rapport à la production des alevins? Parce que je crois bien que l'alevin, c'est le premier maillon pour la production. Alors, comment estimer sa rentabilité, la rentabilité de la production d'alevin en exogérie? Ça, c'est ma première question. La deuxième va à l'encontre de l'entreprise de Bouessan. Vous avez parlé tout à l'heure du rapport protéines digestives sur énergie digestive. Lorsqu'elle était trop haute ou alors trop basse, ça causait un problème. Bon, ma question est de savoir quelle est la valeur à obtenir pour avoir une alimentation parfaite. C'est ma question. Donc, j'attends des réponses à ces deux questions. Merci. Merci pour ces nouvelles séries de questions. Nous allons commencer par celle de Madame Chiki. Je m'excuse si j'égorge le nom, qui vient de l'Aide-Toi. Elle parlait des bacs bétonnés, entretien du bac, changement de l'eau et en combien de temps, comme première question. Monsieur Momo. Oui. Philippe Vanessa, vous demandez par rapport à l'exemple typique que nous avons fait. Oui. Notons ici que si nous n'avons pas précisé tout ça, c'est parce que nous disposons déjà d'une source d'alimentation permanente, c'est-à-dire le forage. Et avec cette forte densité, il est mieux, il est plus indiqué de travailler en circuit ouvert. Et j'espère qu'on se fait comprendre. Oui. Et maintenant, par rapport aux paramètres physico-chimiques dont vous avez fait mention tout à l'heure, également dans la liste de matériel, nous avons précisé qu'il faut en avoir. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, il faut tout le temps vérifier le taux d'oxygène dans l'eau, entre autres, puisqu'il y a également le pH, il y a également le nitrate, l'ammonium, tous ces paramètres que s'ils ne sont pas dans un certain seuil peuvent causer la mort de nos poissons. Donc voilà pour ce qui est de Madame Chili. J'espère que vous êtes satisfait. Merci. Ok. La deuxième question, Julien, je n'ai pas bien relevé parce que je l'ai préparé la première. Je crois que c'est la dame qui a posé en anglais. Je n'ai pas retenu le nom. Madame
vous allez me permettre que je vous réponde en français. D'accord, merci. Oui, vous demandez si dans ce bassin de 50 mètres cubes, on est forcément obligé de mettre 10 000 poissons. Je réponds non. C'est juste un exemple que nous avons pris. Vous pouvez adapter la densité de mise en charge en fonction de vos moyens. Vous pouvez même mettre 10 poissons au mètre cube. Ça veut dire au lieu de 10 000, vous avez 10 poissons. Vous pouvez mettre 250 si vous en avez des moyens également. Et vous assurez que l'eau reste en circuit fermé et que le débit est important. Et vous voyez le coût également au niveau de l'aliment, parce que plus sera nombreux, plus vous allez dépenser en ce qui concerne l'aliment. Oui. Et vous demandez si, en deçà de cette densité de 10 000, quelles sont les autres espèces qu'on peut élever dans ce système. C'est vrai qu'en dehors du Clarias, on peut également élever le tilapia ou la carpe, mais les densités sont plus faibles cette fois-là, parce que ce sont des espèces très exigeantes en termes d'oxygène. Et également en termes d'autres paramètres physico-chimiques. Tout à l'heure, je vous disais comment le pH, chez eux, ils sont très stricts en ce qui concerne le pH. C'est la même chose avec l'oxygène. Donc avec le tilapia, vous ne devrez pas dépasser les densités de 30. Ça, c'est ce que je propose. D'autres pourront vous dire plus. Mais moi, ce que je propose, c'est de ne pas dépasser 30. J'espère avoir répondu à votre préoccupation. Madame Telkouarégé, merci. Merci, Madame Telkouarégé. Nous allons passer à la troisième question, qui est celui de M. Joseph. Il parle des amateurs et de l'Ouessant. En 3 mois, il a pu avoir 800 grammes, de 800 grammes à 900 grammes. Et il a constaté qu'il y avait beaucoup de graisse dans le poisson. Et il s'adresse particulièrement à l'Ouessant. Pourquoi promettre de graisse? À Gobio, je vais répondre et puis en quelques temps, je vais donner la parole à l'Ouessant pour qu'il s'explique. Mais tout d'abord, j'avais lui demandé. Il a nourri avec l'aliment nourrissant du premier jour de démarrage jusqu'à la sortie, parce qu'il faut qu'il me rassure de ça. Vous avez pris quel autre aliment après? On a commencé avec le... Oui, je réponds à je continue dans ma logique de question tout en disant ceci, parce que le AgroBioSolutions ne vend pas seulement l'aliment. Moi-même, personnellement, que je vous parle, j'ai un pack chez moi et c'est l'aliment le récent que je nourris. Les chiffres estimatifs de 800 grammes, 900 grammes que tu as donné en 3 mois, moi-même j'ai eu ce résultat. Mais à la différence que mes poissons n'ont pas eu de graisse, parce que quand je fais mes poissons, je les livre à l'hôtel de la Falaise au Nanjo. Vous pouvez aller là-bas demander tout le monde qui peut ici. Ça, c'est vous vérifiez si ils se sont plaints pour ces poissons que je livre là-bas. Ça, c'est bien. Et concernant l'état de graisse, je pose la question aux partenaires ceux qui fabriquent l'aliment, qui nous disent est-ce c'est vrai ou possible. Parce que depuis novembre que AgroBioSolutions fait venir l'aliment pour poissons au Cameroun, vous êtes le seul pisciculteur en ce jour qui me parle de ce genre de problème. C'est pourquoi ma question, la première question était posée, savoir si vous avez nourri uniquement avec l'aliment le Ouessant. Vous avez dit non. Merci déjà pour la réponse. Ok, donc merci d'avoir terminé avec l'aliment le Ouessant sur le stade de croissance. Concrètement, nous, sur le gras dans les poissons, comme le disait Dominique, on n'a pas ce problème-là. Ça peut être aussi... Il y a plusieurs choses, l'élevage, c'est pas forcément mathématique, mais on a parlé tout à l'heure par exemple de triage. Qu'est-ce que les poissons étaient bien triés? Donc d'une part, vous n'avez pas commencé avec le Ouessant au début, donc ça peut être l'aliment que vous avez utilisé qui a graissé les poissons. Après, l'important, c'est aussi de bien trier. Donc est-ce que ça a été trié? Parce que vous aviez un gros poisson parmi les autres, ça pouvait être le fait que ce gros poisson
c'est bourré d'alevin. Et sur du fingerling, sur de l'alevin par exemple de catfish ou de tilapia, il a tout mangé, donc il a plein de gras. Et c'est pour ça que vous en avez peut-être retrouvé un qui était gras. D'où l'importance de trier régulièrement. Et c'est vrai que le cannibalisme entre poissons peut effectivement entraîner ce phénomène, quoi. Après, nous, nos deux formulateurs se font une joie d'avoir un retour par rapport aux clients. Donc si demain, les gens effectivement nous disaient, voilà, on veut un aliment avec plus de protéines ou un peu plus de gras, etc., les choses ne sont pas figées, on peut tout changer et on aime bien avoir le retour. Et nos deux formulateurs, ils sont vraiment en attente de cela, d'avoir le retour des gens, parce qu'ils sont dans leur ordinateur à faire les formules, et ils ont un réel engouement et un réel besoin d'avoir des infos. Vous savez, le thème choisi aujourd'hui était une décision pas facile, parce qu'il fallait faire un choix qui devait toucher directement le pisciculteur et surtout des personnes qui veulent s'investir dans l'aquaculture au Cameroun. Donc, le champ d'aquaculture est tellement grand qu'on ne pouvait pas débattre de tous les thèmes aujourd'hui. On a pris juste un pan pour pouvoir vous élucider là-dessus. Merci pour votre présence, merci de nous avoir honorés. Nous nous tendons déjà vers la fin de notre formation. Merci pour votre attention, merci pour votre présence. Bien sûr, nous savons tous comment nourrir nos poissons et ce qu'ils mangent. Mais qu'en est-il du commun des Camerounais? Alors je vous invite à faire un tour dans la ville de Yaoundé avec moi. Là, c'est bien sûr au marché central, histoire de poser la question à quelques-uns de nos compatriotes pour savoir, d'après vous, que mangent les poissons? Comment les nourrit-on? Alors à tout de suite. Ça dépend de quel type de poisson. De quel poisson il s'agit. Par exemple, les poissons d'aquarium, ça mange les produits commerciaux, les flocons, les granulés, etc. Et pour les poissons d'eau douce, ça mange des herbes, des sauterelles, des grenouilles et le reste. Ouais. C'est que mange le poisson. Bon, actuellement, le poisson dans l'eau, tout ce qui est dans l'eau, lui mange. Tout ce qui est dans l'eau. Donc, je ne peux pas citer, c'est incitable. Quand il est dans l'eau, il vit là-bas. Donc, d'autres poissons mangent même le poisson. Donc, il y a ce qui est dans l'eau là-bas, ce qui mange autre. Donc, c'est là-bas qu'ils mangent leur vie, c'est là-bas. Donc, tout ce que tu prends ici dehors, tu jettes dans l'eau, ils mangent. Vous voyez un peu, non? Donc, je ne peux même pas citer. Donc, je ne peux pas dire que c'est comme ça, donc c'est incitable. Oui, je pense que le poisson, lui, se nourrit des restes de nourriture que les autres ont mangé. Tous les déchets qu'on lance, on jette dans l'eau. C'est de ça que le poisson se nourrit. Selon moi, j'ai déjà vu quand même un élevage où on nourrissait les poissons avec la farine de pain. Donc, du pain déjà, donc des miettes, on émiette, on jette dans l'eau et puis ça retombe, les poissons se nourrissent. Aussi, il y a certains poissons qui mangent d'autres poissons. Bon, selon moi, c'est que ça que je connais. Le poisson mange la viande, mange le poisson encore, boit l'eau, boit n'importe quoi, le poisson mange. Quand tu entres dans l'eau, tu manges, il mange. Même toi, quand tu entres dans l'eau, le poisson mange. C'est ça que je connais. Oui, le poisson mange les algues dans l'eau et les petits poissons aussi. Les grosses poissons mangent aussi les petits poissons dans l'eau. Le poisson mange presque tout dans l'eau. Bon, le poisson qu'on élève dans l'eau, ça mange entre eux. Quand les autres deviennent gros, ils mangent les petits poissons qui coulent. Le poisson mange tout. Tout ce qu'il voit dans l'eau, le poisson mange. Oui, même si c'est le caca, le poisson mange. Même tout ce qui passe, le poisson mange. Oui,
Parce qu'il y a les gens qui élèvent les poissons, il y a les crevettes qu'on verse, il y a les déchets qu'on verse, il y a tout qu'on verse. C'est pour élever les poissons. Tout ce qui passe, c'est ce que le poisson mange pour grandir. C'est oui. Parce que j'ai un ami qui élève, qui a un étang. On a souvent payé la grèche pour élever le poisson, les crevettes, les déchets qui sortent du ventre du poisson, c'est ça qui verse. Et c'est ça alors que le poisson mange pour survivre. Après ces réponses édifiantes et intéressantes les unes que les autres, je vous invite à retourner bien sûr à la CAPEF, mais cette fois vers nos experts. Il est question qu'ils puissent nous dire davantage sur comment nourrir nos poissons, mais aussi comment faire pour lancer une activité piscicole. Ne décrochez pas, on se retrouve juste derrière. Le but de la formation, c'était de parler à la personne la moins indiquée qui n'avait même jamais entendu parler de l'aquaculture et montrer aussi que l'aquaculture est un métier qui nourrit son homme. Amener les pisciculteurs à s'investir davantage dans l'élevage aquacole au Cameroun et surtout donner notre part de contribution pour la production de l'agrandissement de l'aquaculture au Cameroun. Voilà un peu notre but. Comme vous le voyez, nous avons été submergés, que ce soit au Savi, pendant le salon avicole international. Beaucoup de gens ont été surpris de savoir que l'élevage de poissons se fait de manière aussi simple, avec des moyens pas trop compliqués. Donc nous sommes largement satisfaits pour les différents échéances que nous avons eu à faire et les avis, les échanges qu'on a fait avec les aquaculteurs et ceux surtout qui sont non aquaculteurs. L'aquaculture aujourd'hui est l'avenir de l'élevage au Cameroun. Parce que quoi qu'il en soit, c'est aussi une source en plus de protéines animales que le poisson produit. AgroBio Solutions est une jeune entreprise de fonctionnement réel. De fonctionnement réel en novembre 2017. On a eu l'idée de créer AgroBio Solutions par l'intervalle de mon frère camerounais qui ne réside pas au Cameroun mais qui vit en Belgique au nom de Marius Kamto. De cette idée, on l'a décidé en décembre 2016 et on a pris l'initiative de mettre sur pied AgroBio Solutions pour apporter des solutions aux problèmes aquacoles rencontrés par notre expérience sur le terrain au Cameroun. Et le problème criard des aquaculteurs et pisciculteurs rencontrés était l'aliment de bonne qualité. Ça, je vous le dis, c'est le problème le plus criard. Et on a dit pour pouvoir améliorer ça, c'était mieux de trouver un partenaire et de faire venir l'aliment de bonne qualité. Dieu merci, sur la série des partenaires qu'on a cherché à l'Occident, on a fini par signer un bon partenariat avec le Guessan qui aujourd'hui est là et qui nous a accompagnés pendant le Savi et pendant le séminaire. Et voilà un peu d'où est venue la naissance de AgroBio Solutions. Et de ce fait, dès le démarrage, dès l'arrivée des premiers conteneurs, comme je vous l'ai dit en novembre 2017, on a commencé à étendre les aliments sur le marché local. Et en un espace de 2-3 mois, le conteneur était pratiquement à 75% de consommation. Ce qui fait que, vu cet état, c'était notre première expérience. On s'est promis de ne plus arriver dans ce genre d'échéance. Et on a renouvelé un nouveau contrat avec le fournisseur. À l'heure que je vous parle, avant d'être ici pour le Savi, le second conteneur est arrivé en début du mois d'avril et qui est déjà sur le marché. Et à la date d'aujourd'hui, on vous promet, via le partenariat qu'on a signé avec le Guessan, de ne plus être en rupture de cet aliment. Tout ce qu'on va demander, c'est que l'État nous donne des facilités au niveau des transactions douanières. C'est la seule difficulté pour le moment qu'on a pour pouvoir s'enquérir en aliment aquacole. Merci. Nous proposons notre soutien sur le plan technique. Déjà, nous les accompagnons à partir de l'idée de création de leur entreprise. Oui, l'idée de création, c'est-à-dire nous agissons directement au niveau de la mise en place des infrastructures. Donc, nous faisons des descentes sur le terrain, nous étudions le site, nous le validons, nous l'aidons à installer les infrastructures.
nous l'aidons sur l'approvisionnement des intrants, que ce soit matériel biologique, c'est-à-dire les alevins, ou autres, c'est-à-dire l'appareillage nécessaire. Nous leur apportons ça. Également le suivi sur le plan technique, c'est-à-dire comment contrôler l'évolution de ces poissons, comment les nourrir et jusqu'à la commercialisation. Il doit savoir que le poisson, son milieu de vie, c'est de l'eau et qu'il doit s'assurer de sa disponibilité permanente de cet élément-là, l'eau en premier. Et partant de là, bon, si c'est un paysan qui veut s'y lancer pour le plaisir, il peut, s'il ne veut pas nous consulter, bien évidemment, creuser un étang, mais s'assurer qu'elle peut être vidangeable. Ensuite, introduire des poissons qu'il pourra quand même pour cela chercher des alevins de qualité chez les reproducteurs. Ce n'est pas bien d'aller pêcher dans les rivières comme beaucoup le font. Et nourrir de manière artisanale, c'est-à-dire les déchets de cuisine, seulement ne pas trop en mettre parce que là, ça risque de créer une pollution. Et maintenant, s'il s'agit de celui qui veut expérimenter chez lui en hors-sol, c'est-à-dire dans des bacs bétonnés, oui, ou dans des fast-temps, c'est-à-dire des bâches collées et installées dans des armatures en bois ou dans des cubiténés en plastique, il peut déjà, comme le précédent, se rassurer d'une source d'eau. Ça peut être un forage, ça peut être un puits aménagé, ça peut être une source et faire exactement comme l'autre. Mais cette fois-là, pour ne pas salir ses bassins, il doit avoir un aliment d'une certaine qualité quand même. Il doit acheter de l'aliment, contrairement aux paysans qui jettent des déchets ménagers. Voilà, et à partir de là, il pourra maintenant, s'il voit que l'activité est attrayante, faire appel à nous pour plus d'amples informations et conseils pratiques cette fois-ci. Un bon aliment doit déjà favoriser la croissance du poisson. Il doit être appétable, c'est-à-dire attirer le poisson. Il doit être digestible, c'est-à-dire lorsque le poisson le consomme, il l'optimise. S'il le consomme, il l'optimise en le montrant sur le plan de sa croissance. Et oui, voilà les bonnes qualités, les indices de bonne qualité chez l'aliment. Alors Gouessan, on est une coopérative donc, qui a été créée en 1964. On fait, on va dire, 900 000 tonnes d'aliments par an. On fait de l'aliment pour volailles, pour bovins, pour porcs, pour petits ruminants et également de l'aliment pour les poissons. Donc la branche à laquelle j'appartiens, on fait à peu près, ça dépend des années, entre 20 et 25 000 tonnes d'aliments pour les poissons. C'est un aliment qui est extrudé, c'est-à-dire que c'est un aliment qui flotte et qui est très digestible pour les poissons. Donc c'est un aliment de qualité, donc il est sans OGM, ça c'est une grosse particularité, et voilà, il est 100% flottant. Pour nourrir les espèces qui nous concernent ici, donc le tilapia et les catfish qui vont manger en surface. En fait, il y a différentes méthodes d'alimenter les poissons. On peut avoir un aliment pressé, donc il y a des gens qui nourrissent des poissons par exemple avec un élément volaille ou un élément pressé. On a des rendements qui ne sont pas extraordinaires parce qu'on n'a pas la gélatinisation des amidons. Du coup, on a des matières premières qui ne sont pas digestibles. On a un aliment qui va couler. Donc, et puis on a beaucoup plus de pertes au niveau visuel. Au niveau visuel. On a beaucoup plus de pertes sur l'aliment parce que voilà, au niveau visuel, on ne voit pas si l'aliment est gâché ou pas, quoi. Donc l'avantage de l'aliment extrudé, ça coûte un petit peu plus cher, mais voilà, l'aliment flotte. Ça permet d'avoir vraiment un visuel sur si l'aliment est ingéré, etc. L'aliment, donc on a une gélatinisation des amidons, l'aliment est digestible et ça permet d'avoir un retour sur investissement vraiment important, quoi. Donc nous on est relativement récent sur le marché, mais on a importé un premier conteneur, on a importé un deuxième et on est en phase d'en remettre un troisième. Et voilà, on est bien en phase par rapport au délai d'acheminement, par rapport au dédouanement, etc. qu'on peut avoir au port. Et voilà, on assure on n'assure aucune rupture du produit. Vous aurez nos produits en régularité sur le Cameroun, quoi. Il y a tout à faire. Le marché camerounais est un marché énorme. Il y a beaucoup de poissons qui sont importés.
de Chine, etc. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, les Camerounais mangent énormément de poissons. Si on achète du poisson congelé, bon, ça permet, c'est nos devises qui sortent, et pour le développement du pays, je pense qu'il faut consommer du local. Ça permet de développer les gens, les populations, que tout le monde puisse avoir un travail, et puis de s'assurer d'avoir un produit de qualité. Voilà les bonnes pratiques, c'est tout pour cette première édition. Vous pourrez nous retrouver en différé sur YouTube, Facebook, Twitter. Voilà, désormais vous en savez au moins autant que nous sur la nutrition des poissons et surtout sur comment lancer une exploitation aquacole. Mais n'oubliez pas, il y a d'autres informations disponibles et qui seront détaillées au fur et à mesure des émissions. D'ici là, restez connectés sur Agri TV, le meilleur reste à venir.